Les néoconservateurs envisagent une OTAN mondiale, et c'est franchement assez alarmant. En regardant les publications récentes dans les médias habituels, il y a juste quelques jours, il y avait un article dans Foreign Policy de M. Bart M. Shevchik, un senior fellow invité au German Marshall Fund. Le German Marshall Fund est essentiellement une organisation transatlantique en Allemagne conçue pour connecter les élites intellectuelles et néoconservatrices de l'Allemagne et de l'Europe élargie avec l'Amérique du Nord. M. Shevchik a écrit un article intitulé « Le cas pour une OTAN plus grande, plus audacieuse dans Foreign Policy ». Pour être juste, il a été publié dans la section des débats, qui est l'endroit où Foreign Policy permet une large gamme de points de vue pour favoriser des discussions étendues. Donc ce n'est pas de la pure propagande, c'est clairement étiqueté comme les idées d'un individu particulier. Cependant, puisque M. Shevchik est associé au German Marshall Fund, il est important d'examiner ce qu'il propose. La vision qu'ils décrivent est préoccupante. Ils soutiennent que les problèmes de sécurité sont répartis sur trop de forums et d'organisations, ce qui entrave la prise de décision efficace et la stratégie. Il est clair qu'ils plaident pour plus de centralisation sous une OTAN plus grande et plus affirmée. L'OTAN, l'institution de la paix, a une histoire qui inclut des actions telles que la violation du droit international en Serbie en 1999, le bombardement de la Libye et un rôle significatif dans la guerre en Ukraine en raison de son incapacité et de son refus de négocier avec les Russes. Alors que l'OTAN se prépare à célébrer son 75e anniversaire l'année prochaine, les architectes originaux du bloc seraient stupéfaits par son large éventail de membres et son agenda en expansion. Certains des guerriers de la guerre froide qui ont conçu l'OTAN pourraient ne pas être d'accord avec ce qu'elle est devenue. Le diplomate américain George Kennan soutenait que l'OTAN devrait prendre son nom au pied de la lettre et inclure uniquement les pays de l'Atlantique Nord, excluant les États méditerranéens comme la Grèce, l'Italie et la Turquie. Kennan, qui était célèbre pour son opposition à l'élargissement de l'OTAN, a soutenu que le premier cycle d'élargissement était la plus grande erreur du début du XXIe siècle, menant probablement à une guerre avec la Russie. Il croyait que l'expansion de l'OTAN ne créerait pas plus de sécurité pour l'Europe, mais la réduirait. En regardant la nouvelle guerre, il semble que Kennan avait raison. Cependant, les néoconservateurs ne se reprocheraient pas ces résultats. Ils ne chercheront jamais les défauts en eux-mêmes. Ils projettent toujours toutes leurs peurs et tous leurs objectifs sur l'autre significatif, dans ce cas la Russie, puis prétendent que pour tout ce qui est mal dans le monde, l'autre en est responsable, n'est-ce pas? Vos propres actions, y compris les actions des États-Unis en Irak, etc., ce sont au pire des gaffes. Mais vous savez, il faut lutter pour apprendre, n'est-ce pas? C'est la mentalité de ces gens. Et là, nous avons quelqu'un qui explique ensuite pourquoi l'organisation qui peut potentiellement créer du pillage devrait être encore plus grande. Aujourd'hui, l'OTAN compte 30 États membres, mais quand la Suède rejoindra, ils seront 31. Nous verrons combien de temps cela prendra pour que cela se réalise réellement. Mais je n'ai plus d'illusions. La Suède deviendra membre, comme la Finlande l'a déjà fait. La question est de savoir comment. Je veux dire, de facto, la Suède est déjà membre. Elle n'a juste pas encore signé les papiers, mais elle a déjà emménagé à tous égards. Avec le retour de la guerre en Europe et au Moyen-Orient, ainsi que la compétition entre grandes puissances dans le monde, la vision et la portée de l'OTAN doivent être plus larges. Parce qu'avant février 2022, tout était paisible. Le monde était un paradis, n'est-ce pas? Et puis, pour la première fois, nous avons de nouveau la guerre, la première fois depuis des temps immémoriaux, n'est-ce pas? C'est le récit stupide que nous voyons encore et encore, l'alarmisme, la peur, et aussi cet acte délibéré d'oublier les guerres dans les Balkans, n'est-ce pas? Comment la Yougoslavie a été démantelée, dans une bonne mesure aussi par les actions de l'OTAN.
Tous les autres conflits horribles qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années, y compris ceux en Afghanistan et en Irak, semblent avoir été oubliés. Maintenant, on nous dit de nous concentrer sur de nouvelles menaces. Les Russes dans le Nord-Est et le soi-disant maléfique Hamas, terroriste au Moyen-Orient. Ces groupes sont accusés de perturber l'ordre international pacifique et fondés sur des règles que les États-Unis et l'OTAN auraient prétendument établies. Cet ordre serait en train de s'effriter parce que l'OTAN est trop faible et par conséquent, l'OTAN a besoin d'être renforcée. C'est l'idée dominante. L'Alliance fait face non seulement à l'agression russe, mais aussi aux défis posés par la Chine et d'autres acteurs autocratiques révisionnistes qui seraient en quête de renverser l'ordre mondial. Mes amis, je crois que les personnes qui font ces affirmations y croient sincèrement. C'est un argument présenté de bonne foi par quelqu'un qui l'a publié sous son propre nom et souhaite le partager avec le monde. Donc, je n'ai aucun mal à croire que cette personne considère réellement la Chine et d'autres acteurs autocratiques révisionnistes comme des menaces pour l'ordre mondial, quel que soit ce qu'ils entendent par cet ordre. Malgré le fait que la Chine ne se soit pas engagée dans des guerres, à l'exception d'un conflit avec le Vietnam à la fin des années 70, si nous regardons la puissance la plus agressive qui a mené des guerres en dehors de son territoire depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont le pays qui a été impliqué dans le plus de guerres hors de ses frontières. Il n'y a pas d'autre pays qui puisse l'égaler. Mais pour une raison quelconque, le pays dont nous devons nous méfier est celui qui est resté immobile depuis les 70 dernières années, plus ou moins. C'est la mentalité de ces gens. L'Europe et les États-Unis devraient utiliser l'OTAN pour soutenir l'ordre international aux côtés de leurs partenaires indo-pacifiques. L'OTAN ne devrait pas seulement concerner l'Atlantique Nord, elle devrait également s'étendre à l'Indo-Pacifique. L'OTAN devrait être partout, couvrant toutes les eaux et terres. À cette fin, l'institution devrait mondialiser son agenda et trouver des moyens de travailler plus étroitement avec des partenaires en dehors de la région euro-atlantique. Parce qu'apparemment, l'euro-atlantique est trop petit, n'est-ce pas? Il n'y a pas assez de potentiel de conflit au sein de votre système d'alliés parce que les alliés sont en sécurité. Alors si vous voulez plus de guerre, alors vous devriez sortir et utiliser ces alliés pour potentiellement bombarder à nouveau les Afghans. Ou pourquoi ne pas bombarder à nouveau les Irakiens? Pourquoi ne pas s'engager dans une guerre par procuration avec la Chine, que ce soit en Asie centrale ou en Asie du Sud-Est? Et pourquoi pas à Taïwan? Pourquoi ne pas avoir une guerre par procuration sur cette île de 24 millions de personnes et impliquer autant que possible les actifs de l'OTAN, puis créer une situation similaire à celle de l'Ukraine dans l'Indo-Pacifique? Ne serait-ce pas quelque chose? Laissez les Taïwanais mourir pendant que nous expédions les armes. Nous changeons tous nos profils Facebook en petits drapeaux de Taïwan. Ne serait-ce pas merveilleux? Tout le monde serait heureux. Honnêtement, je méprise tellement ces va-t-en-guerre. Je n'en peux plus. Si vous construisez une alliance et augmentez votre potentiel de guerre en le rendant de plus en plus grand, vous ne devriez pas être surpris si vous finissez par avoir une guerre. Si vous vous préparez à la guerre, vous aurez une guerre. Et à ceux qui disent « Si tu veux la paix, prépare la guerre », je ne suis pas d'accord. Si tu veux la paix, prépare la paix. Je n'ai aucun problème avec le fait d'essayer de se défendre chez soi et de se préparer à cela. Mais si vous vous préparez à créer tout ce potentiel pour ensuite frapper conjointement, ne soyez pas surpris si vous commencez à frapper conjointement et puis faites quelque chose d'aussi insensé que l'Irak. Vous faites quelque chose d'aussi insensé que l'Irak, qui tue 1 million de personnes. Mais encore une fois, c'est pas votre peuple qui souffre, donc c'est considéré comme acceptable. C'est pourquoi je n'aime vraiment pas ces néoconservateurs. Ils ne vont jamais se battre eux-mêmes. Ils envoient toujours les enfants des autres, les enfants des gens pauvres pour tuer et être tués, tout comme ils le font avec l'Ukraine en ce moment.
Et puis il y a le problème des ennuis de l'OTAN. La puissance de feu occidentale est répartie sur trop d'institutions. Par exemple, l'URSS a aussi une clause de défense mutuelle, pas seulement l'OTAN. Nous avons le dialogue quadrilatéral sur la sécurité avec l'Australie, l'Inde, le Japon et les États-Unis. Nous avons également le dialogue du G7 et le Conseil du commerce et de la technologie des États-Unis. Cette superposition produit de la confusion et un manque de concentration, ce qui restreint la capacité des membres de l'OTAN à développer une stratégie efficace ou à prendre des décisions efficientes en temps de conflit. Il est très clair que l'objectif est de consolider les capacités de prise de décision et de guerre des pays de l'OTAN sous l'égide de l'OTAN pour faciliter l'entrée en guerre. Pour éliminer les inefficacités politiques et les obstacles bureaucratiques, il serait logique que bon nombre de ces discussions et décisions se déroulent dans un forum unique, ou du moins que les différents groupes se réunissent en un seul lieu, qui serait l'OTAN. L'OTAN, l'organisation pour tout, n'est-ce pas? Elle a été initialement établie comme un moyen de dissuasion contre l'Union soviétique. Mais maintenant que l'Union soviétique a disparu, pourquoi ne pas faire de l'OTAN le guichet unique pour tout? Pourquoi ne pas centraliser toute la prise de décision pour ces pays démocratiques au sein de l'OTAN? Pourquoi ne pas avoir un roi de l'OTAN, afin que ce dirigeant puisse décider ce que l'Alliance doit faire, la rendant plus forte? Le commerce, les échanges commerciaux et la technologie devraient également être convoqués au sein de l'OTAN, car tous ces domaines sont vitaux pour la sécurité nationale. Cela montre aussi que lorsque ces personnes parlent de démocratie, ce qu'elles veulent dire en réalité, c'est leur propre règne. Ils ne veulent pas vraiment de décisions démocratiques. Ils ne veulent pas de négociations ni d'échanges. Ils ne veulent pas une pluralité de voix. Ils ne veulent pas de différentes voies et méthodes pour interagir les uns avec les autres. Ils veulent la centralisation. L'OTAN est une institution attrayante pour eux parce que, comme l'Union européenne, elle est très bureaucratique. Les bureaucrates sont souvent isolés des processus politiques. Ils n'ont pas besoin de se représenter pour être réélus. Les bureaucrates sont nommés et ils représentent l'État permanent. Ce sont les personnes qui restent. Cependant, l'Union européenne, avec Ursula von der Leyen, n'est pas un très bon exemple de cela, car ses fonctionnaires tournent et sont remplacés. L'Union européenne est au moins une institution semi-démocratique. Ce n'est pas une grande institution, mais elle est semi-démocratique avec une certaine rotation du personnel. Mais à l'OTAN, les personnes nommées proviennent du même groupe, de la même caste, de la même classe. Ce sont souvent des diplomates qui ont servi dans d'autres capacités avant d'être placés dans ces positions de pouvoir bureaucratique où ils restent. J'ai un exemple de la Suisse. La Suisse est actuellement entraînée dans cette situation. Pour la première fois, les Suisses ont nommé un secrétaire à la politique de sécurité, un secrétaire d'État à la politique de sécurité. Dans le contexte suisse, cette personne est le haut fonctionnaire servant sous le ministre de la Défense et est responsable de tout le département. C'est comme être le chef de département, ou plutôt le responsable du département. Le département de la politique de sécurité est une création récente. Ils ont nommé Markus Matter comme son premier haut dirigeant. Maintenant, d'où vient cette personne? Il était chercheur invité au Centre d'études de la défense du King's College de Londres et détient également un doctorat, ce qui est très impressionnant. Je suis assez sûr qu'il a une expérience considérable. Il a servi comme représentant militaire adjoint pour la mission suisse auprès de l'OTAN à Bruxelles. Bien que la Suisse ne fasse pas partie de l'OTAN, ils ont tout de même une représentation diplomatique là-bas, et il était l'un de ces représentants. Il a également étudié au National War College de la National Defense University à Washington, D.C., où il a obtenu une maîtrise en sciences de la stratégie de sécurité nationale. Cette personne a été minutieusement formée au sein du réseau transatlantique. Maintenant, il est le haut fonctionnaire en Suisse en tant que secrétaire d'État à la politique de sécurité.
Il est connu pour être un transatlantiste avec de forts sentiments pro-OTAN, malgré la neutralité de la Suisse. Vous pouvez voir comment les néoconservateurs travaillent progressivement à saper cette neutralité en plaçant les bonnes personnes dans ces positions influentes. Même si le ministre de la Défense en Suisse change, ce type et sa position resteront. Ainsi, l'appareil bureaucratique reste en place. C'est exactement ce qui se passe également ailleurs. Ce dont rêvent ces transatlantistes et ces bellicistes de l'OTAN, c'est d'élargir cette institution et sa capacité à fonctionner comme un entonnoir, acheminant les capacités militaires des différents pays membres, ce qui conduit ensuite à une structure militaire commune. En fait, il s'agit de consolider ces différentes capacités sous l'égide de l'OTAN. Non seulement les pays membres et leurs divers aspects devraient être unifiés sous l'OTAN, selon cet individu, mais en plus de globaliser son ordre du jour, l'OTAN devrait également élargir les participants à ces discussions pour inclure des partenaires indo-pacifiques tels que l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Ce sont des pays que nous désignons habituellement comme l'Occident collectif. Ainsi, nous parlons d'un Occident collectif, d'une organisation militaire qui règne en maître, pas seulement sur les questions militaires, mais aussi sur l'économie, le commerce, les échanges, et ainsi de suite. Tout est considéré comme sécurité nationale. C'est une idée très fasciste, en réalité, que tout doit être concentré sur les besoins du complexe militaro-industriel. Le bloc pourrait également établir un conseil des membres de l'OTAN et des États du Pacifique, similaire au conseil OTAN-Ukraine. Maintenant, il y a des idées sur la manière de créer ces différents conseils étape par étape. L'OTAN le fait déjà pour inclure des partenaires qui n'ont rien à voir avec l'Atlantique Nord. Voici encore quelques idées et des informations de fond supplémentaires. Je veux dire, l'article est bien écrit, l'auteur sait de quoi il parle. Je suis juste complètement en désaccord avec le résultat qu'il souhaite. L'OTAN dispose déjà d'un mécanisme institutionnel pour une approche plus large de la sécurité. Ensuite, il discute de toutes les manières de rendre cela réalité, pour montrer aux gens que c'est pas juste un concept. Et c'est pas juste un concept. C'est ce sur quoi les gens travaillent activement. Nous l'avons vu avec la manière dont l'Ukraine a été intégrée à l'OTAN, non pas en la faisant membre, mais en la traitant comme un agneau sacrificiel. Et le triste, c'est que l'agneau sacrificiel semble se contenter d'être juste cela. Au moins, ceux qui sont au sommet pensent qu'une OTAN plus large et plus mondiale aiderait à surmonter les processus de décision entravés et excessivement complexes parmi les alliés euro-atlantiques et leurs partenaires dans l'Indo-Pacifique. Ces dirigeants ne sont pas des démocrates. Ce sont des autocrates, et ils veulent consolider le pouvoir entre leurs mains en utilisant la sécurité nationale comme prétexte, prétendant que cela apportera plus de paix. Mais regardez toute la paix que nous avons soi-disant apportée avec nos bombes, toute la paix que nous avons soi-disant offerte à l'Ukraine. C'est écœurant, mais c'est leur état d'esprit. Et bien sûr, ces personnes prétendront toujours que l'autre côté est le seul responsable. Ils disent que seul Poutine est responsable de la guerre en Ukraine et personne d'autre. Les Chinois sont responsables de la situation que nous allons créer, la guerre au sujet de Taïwan que nous désirons ardemment. Ce sera entièrement la faute de la Chine. Nous nous préparons pour cette guerre et en parlons à tout le monde. Une fois la guerre commencée, nous prétendrons avoir eu raison, accuserons la Chine et clamerons notre innocence, tout en laissant les autres se battre. Cette personne pourrait même croire ce qu'elle dit. Elle pourrait penser que c'est nécessaire, mais je ne suis pas sûr de ses motifs. Veulent-ils la paix et la sécurité, ou sont-ils assoiffés de guerre? Ils pourraient être des psychopathes, manquant d'empathie et désirant le conflit, tout en prétendant chercher la paix. Voilà le programme pour 2024 et au-delà. Plaider pour une OTAN plus grande et plus affirmée. Cette entité, tel un kraken grandissant, s'étendra lentement mais sûrement.
À chaque crise majeure, ces gens exploiteront la situation pour argumenter en faveur de plus de financement et de centralisation au sein de l'OTAN et d'autres institutions, acquérant plus de pouvoir pour faire la guerre. Nous devons nous élever contre cela.